Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Benjamin Glaise. Oui, c'est l'heure de débattre. Mettez-vous d'accord avec nos débatteurs du jour. J'ai gardé Gilles Banzman avec moi, journaliste média. Vous êtes ravi d'être là, ouais? Je suis la roue de secours, mais c'est très bien. Ça fait marcher l'industrie de la roue. Ah bah voilà. Avec nous également Franck Dedieu, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. À la une de Marianne cette semaine, les nouveaux spin doctors, ceux qui pensent pour les politiques. Alexandra Spinzer, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire en région Île-de-France. Et puis Samuel Lafont, bonjour. Bonjour à tous. Porte-parole de Reconquête. Plein de débats, on va parler des États-Unis, bien évidemment, et de cette victoire de Donald Trump. On va parler de ce tifo qui fait polémique aussi au Parc des Princes, un tifo qui a été déployé hier soir avec ce message Free Palestine. On va y revenir donc dans quelques instants. On va commencer, vous le savez, c'est la tradition, avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. On va commencer avec vous, Alexandra. Coup de gueule pour commencer, sur le harcèlement scolaire. Oui, coup de gueule et coup de cœur pour ces enfants victimes de harcèlement scolaire. Alors aujourd'hui, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire. On sait qu'un enfant sur 3 est victime de harcèlement. On sait aussi qu'ils ne viennent pas forcément s'adresser à un adulte. Donc c'est plutôt bien. Alors les journées hommages, c'est toujours compliqué parce que ce sont des journées bonne conscience. Mais je crois que c'est aussi l'occasion de faire un pas de côté et de prendre conscience de ce qu'est ce fléau. On a trop de parents qui vivent des tragédies. Nicolas, Lindsay, Lucas, Alisha, Dina, Evaël, Marion, trop de parents ont vu leurs enfants partir, se suicider parce que ils vivaient quelque chose d'absolument insupportable. Alors l'éducation nationale s'est emparée du sujet. On sait malheureusement que on n'est pas très friand de sanctions et je crois qu'il est important de revenir à des sanctions pour les enfants harceleurs. Il est important de dire aux enfants qui sont harcelés qu'ils ont le droit de rester dans leur établissement parce qu'on sait aussi que souvent l'enfant harcelé s'en va et que le bourreau reste en place. C'est vrai que ce phénomène qui existe depuis toujours, qui portait des noms différents à travers les décennies, mais ça a toujours existé, mais qui maintenant prend des proportions absolument épouvantables avec ce fléau qui s'exporte aussi au sein du foyer et par la violence des réseaux sociaux, donc qui ne laisse aucun répit aux enfants. Donc soyons solidaires de tous ces enfants. Je pense que c'est un vrai problème collectif. Il faut que la communauté éducative s'en empare. Elle le fait déjà depuis longtemps. Il faut que les parents... Il y a une évolution quand même. Oui, il y a une vraie évolution. À une époque, peut-être. Oui, il y a une vraie évolution et je voudrais parler de l'association de la maman de Nora, de Marion Fraisse, l'association Marion la main tendue, qui a beaucoup contribué à une prise de conscience collective à la suite du suicide tragique de sa fille, parce que là, on n'avait plus le choix. On était obligé de se confronter au problème et de s'en emparer. Alors oui, la communauté éducative s'en est emparée, toute la société entière on peut s'en rappeler est qu'il y a un numéro national, le 3018. Absolument. Le 3018, qui est le numéro qui a été mis en place. Et la deuxième chose qui est intéressant également comme piste, c'est ce qui s'est passé hier. Depuis hier, l'Australie a interdit les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est aussi une piste qui peut être intéressante pour la France, parce que les réseaux sociaux fait que vous vous enfermez dans les insultes et que ça vous empêche de parler. Ça peut être justement une solution de lutter directement à la racine du mal sur les réseaux sociaux par rapport à ces enfants. L'exemple de l'Australie, effectivement. Je veux dire, chez Reconquête, on a monté un collectif qui s'appelle les parents vigilants. Il y en a beaucoup de témoignages qui nous remontent justement de personnes harcelées, en plus de tout ce qui peut se passer à l'école, de propagande à l'école. Et sur le harcèlement, c'est un sujet très grave parce qu'effectivement, on voit que le sujet prend de plus en plus d'ampleur. Je dirais pas que les réseaux sociaux sont un problème. Ça s'ajoute évidemment au harcèlement parce que sur Instagram, sur TikTok, les personnes peuvent être harcelées en dehors des cours. Mais le souci, avant, on rentrait dans la maison, exactement. On soufflait, on allait dans sa chambre, c'était seulement à l'établissement ou à proximité de l'établissement. Mais le souci, c'est que vraiment, on a laissé faire pendant trop longtemps des harceleurs. Et je crois que le point central, c'est de se dire que justement, les personnes qui harcelaient, elles restaient dans les établissements. Elles n'étaient jamais véritablement inquiétées. Moi, je me mets aussi à la place des professeurs, puisque il y a de nombreux enseignants qui sont agressés aujourd'hui,
qui n'ont aucun moyen en fait de répondre, qui ont peur évidemment de lever la main en retour parce qu'ils ont peur de pas être suivis, de pas être protégés. Et je rappelle quand même que leur métier, c'est pas de faire la police en classe. Et malheureusement, eux-mêmes ne se sentent plus en sécurité. Donc il y a un vrai problème de sécurité au sein même des établissements. Oui. Et pour terminer, quand on questionne, parce qu'on a fait une enquête là-dessus, on a lancé une grande enquête sur l'école, on a posé une question sur la sécurité et beaucoup de parents nous disent ça. On ne sent plus que notre enfant est forcément en sécurité à l'école. Alexandra Spinner, juste pour conclure rapidement. Oui, peut-être aussi, on a beaucoup... Moi, vraiment, quand je dis que c'est un vrai sujet dont toute la société doit s'emparer, on a beaucoup parlé de ces cours d'empathie. Moi, je vous dis franchement que je n'y crois pas parce que je pense réellement que l'empathie ne s'apprend pas, mais qu'elle se transmet. Et pour qu'il y ait cette transmission, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective des parents d'harceleurs aussi, parce que il faut aussi qu'il y ait une responsabilisation des parents dont les enfants sont harceleurs. Ça, j'y crois beaucoup, et c'est un volet qu'on ne peut pas complètement mettre de côté. Et on rappelle le numéro donc 3018, Alexandra Spinner, Franck Dedieu, Samuel Lafont, Gilles Gansman. On revient dans un instant, la suite de vos coups de cœur et coups de gueule. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord, Benjamin Glaise. Mettez-vous d'accord avec nos débatteurs du jour. Alexandra Spinner, enseignante, déléguée spéciale en charge de décrochage scolaire à la région Île-de-France. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Je rappelle, allez, la une de Marianne cette semaine, les nouveaux spin doctors, ceux qui pensent pour les politiques. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Gilles Gansman, journaliste média sur Sud Radio. On poursuit avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, et c'est un coup de gueule, Franck Dedieu ? Plutôt, oui. À propos du couple franco-allemand, puisque au lendemain de la victoire de Trump, il est de bon ton, notamment du côté de François Hollande, de dire, regardez, il y aura un contre-pouvoir à la toute-puissance américaine et à ses potentielles dérives, c'est le couple franco-allemand. Alors ces mots sont usés, vous voyez. À chaque fois, on ressort le couple franco-allemand comme si c'était la réponse à toute catastrophe politique ici ou là. Il faut savoir que ce couple franco-allemand n'existe pas. Et ça fait bien longtemps qu'il n'existe plus, tout simplement parce que ces pays n'ont pas toujours des intérêts convergents. Je dirais plutôt même qu'ils ont des intérêts qui sont souvent divergents. Les Allemands ont commencé par dire qu'ils jouaient plutôt pas la carte européenne, mais qu'ils jouaient la carte chinoise. Bon, il se trouve que là, les Chinois ont moins d'appétence pour les berlines allemandes, mais aussi la carte américaine. Et là, effectivement, avec Biden et l'IRA, peut-être en parlerons-nous plus tard sur politique protectionniste de Biden et demain probablement de Trump. Effectivement, il y a peut-être le retour de cet ami français qui me fait penser, vous savez, à ce film où il y a la pomponnette dans La femme du boulanger, elle revient, alors on n'ose pas lui dire directement, alors on s'adresse à la pomponnette pour lui dire combien tout de même elle s'est montrée un peu infidèle. Et puis globalement, il y a aussi l'histoire, peut-être plus sérieusement et plus dramatiquement, l'histoire du Mercosur, où lorsqu'on creuse au-delà du couple franco-allemand, cette espèce de mot un peu valise, de cette expression un peu clé de 12 politique, qui veut tout dire et rien dire, on s'aperçoit qu'il y a énormément de divergences. Je pensais au Mercosur. Le Mercosur, c'est un accord de libre-échange avec les pays de l'Amérique latine, et les Allemands sont favorables, tout simplement dans la perspective de vendre, notamment au Brésil, d'exporter des produits. Et puis les Français, qui tiennent à leur agriculture, sont contre. Et là, il va y avoir, pour de vrai, une opposition où on va commencer à compter les pays qui sont plutôt favorables à l'Allemagne. Il y en a quelques-uns, oui. Et il y en a quelques-uns, notamment tous les pays du Nord. Et puis ceux qui sont plutôt favorables à la France. Il se trouve que c'est la règle de la majorité qualifiée. Je vous passe les considérations un peu techniques. Les calculs, oui. Voilà, il faut 65% de la population, et il est bien possible que les Français soient mis en minorité. Ce que je veux dire par là, on ne va pas s'étendre sur le Mercosur, c'est que ce couple franco-allemand, il y a peut-être un moment où il faut arrêter de le sortir comme une sorte de lapin de son chapeau, et regarder clairement que il y a peut-être d'autres alliances, des alliances d'ailleurs bilatérales avec l'Allemagne sur certains sujets.
et puis avec d'autres pays sur d'autres, plutôt que ce fameux couple qui n'existe plus. Avec en plus une Allemagne qui est en pleine crise politique, alors qui va dissoudre l'Assemblée. On va voir. Ce sont les députés qui vont choisir en janvier. C'est important de le préciser. Oui. Mais le ministre des Finances, lui, ciao bye bye, très clairement. Alexandra Spinner sur cette crise politique en Allemagne et sur ce couple franco-allemand qui. Oui, le couple franco-allemand, maintenant, ça ressemble plutôt à un mariage blanc en réalité. Ou bien pire encore, on a voulu feindre de ne pas voir le désamour de l'Allemagne à notre endroit, et on nous parle de ce couple qui en réalité... On s'est accroché. Oui, on s'est accroché désespérément. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel but, mais la réalité c'est que l'Allemagne, elle est avant tout mariée avec elle-même et qu'elle défend ses propres intérêts. Voilà. On va poursuivre, puisque le temps file, sur les coups de cœur et les coups de gueule avec vous, Samuel Lafont. C'est un coup de cœur pour un certain Elon Musk. Oui, un coup de cœur pour un message en particulier d'Elon Musk qui est passé un peu inaperçu lors de la soirée électorale. Il a dit et répété « Vous êtes le média, vous êtes le média ». Et il a mis en avant plusieurs éléments qui sont propres aux États-Unis, mais qu'on peut voir également en France. C'est que quand on suit la campagne américaine, on voyait très bien que Donald Trump se servait des réseaux sociaux, faisait ses propres contenus. Et Kamala Harris, elle a plutôt fait des interviews dans des médias traditionnels qui la mettaient pas forcément en avant et qui montraient pas sa réalité de personne. Je m'explique. D'abord, vous avez un aspect, on sait que c'est aussi le cas en France, de ras-le-bol vis-à-vis des médias qui font, pas tous les médias évidemment, heureusement qu'il y a des médias comme Sud Radio, on peut parler librement comme ce matin, mais beaucoup de médias dans lesquels les Français ne se reconnaissent plus puisque ils ont l'impression que les sujets majeurs qui les touchent, notamment la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, sont cachés. Moi, je disais encore en groupe récemment que nous expliquait qu'il y avait un sentiment de baisse du pouvoir d'achat en France. Après le sentiment d'insécurité, un sentiment de baisse du pouvoir d'achat. Mais c'est délirant. Donc les Français sentent que les médias les représentent plus forcément. J'ai déjà parlé ici maintes fois pendant les Gilets jaunes. On a vu le retard de nombreux médias sur ce qui se passait réellement dans le pays, qui ne comprenaient pas les Français. Et aux États-Unis, c'est un peu pareil. Et donc heureusement qu'en France, on a eu les réseaux sociaux pour transmettre le message des Français, faire parler les Français, être leur porte-voix. Il dit donc, Elon Musk, vous êtes le média, c'est vous maintenant qui avez la parole, vous pouvez dire les faits directement, évidemment sur sa plateforme, il en profite, il dit faites-le sur Twitter, faites-le sur X, mais il dit carrément on peut parler directement. Et derrière, deuxième élément, il y a un aspect de confiance. Effectivement, quand vous avez un discours qui est un peu formaté, qui passe que dans quelques médias plus ou moins amis, qui vont prendre vos bons passages, eh bien vous connaissez pas forcément la personne. Moi c'est quelque chose qui me marque depuis longtemps. Je me rappelle de vieilles interviews que j'ai vues des années 60, 70, on voyait des hommes politiques qui se présentaient et en une heure, vous le connaissez mieux qu'aujourd'hui des personnalités politiques que vous voyez régulièrement à la télévision. Simplement parce qu'on allait au fond des choses, on savait quelle était sa vie personnelle, ce qu'il voulait, sans entrisme particulier, mais on pouvait connaître un peu la personne. Et là, véritablement, on a ce besoin de confiance, parce qu'il y a une sorte de détachement, parfois de déconnexion. On voit aussi en termes de résultats électoraux. Confiance aussi vis-à-vis des milieux financiers pour Donald Trump. Il était rassurant d'une certaine manière. Il y a ça juste pour terminer. Vous avez aussi dans les médias parfois on peut parler de Paris, on parle beaucoup de médias mainstream, on parle beaucoup de ce qui se passe à Paris, mais la vie est différente à Paris que dans les autres communes de France. Et évidemment, il y a un peu ce système aussi avec Manhattan ou la Californie, ça a été pointé du doigt par Donald Trump. Ce que vous vivez à Manhattan, ce que vous vivez à Washington, ce que vous vivez en Californie, c'est pas ce que vivent tous les Américains et il faut pouvoir l'entendre. Franck de Dieu avant Gilles, s'il vous plaît. Non, Franck de Dieu avant Gilles, s'il vous plaît. Bien sûr qu'il existe des médias mainstream, mais je peux vous assurer que la plupart des médias se préoccupent de leurs lecteurs, de leurs auditeurs, de les téléspectateurs. Et le temps où l'offre médiatique façonnait la demande, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. On passe notre temps, alors on le fait plus ou moins bien. On le fait avec aussi une fidélité à des lignes éditoriales. Mais on passe notre temps à se dire, mais qu'est-ce qui va intéresser le lecteur aujourd'hui ? Ce n'est pas vrai que les médias sont, je dirais... instrumentalisés. Alors, à la fois instrumentalisés, mais déconnectés de cette demande. Ils ne sont pas déconnectés. Je pense qu'en partie. Peut-être pas chez Marianne, mais en partie. Franchement, non. Mais après, je ne peux pas défendre à tout prix, etc. Non. Deuxièmement, l'idée de se dire, finalement, ce qui se profile avec cette phrase d'Elon Musk, c'est que les réseaux sociaux vont remplacer les médias. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Ou les youtubeurs... D'ailleurs, dans les usages, ça peut malheureusement être déjà fait, mais il faut savoir aussi que
effectivement, il y a peut-être un biais idéologique des médias que vous dénoncez. Mais enfin, n'y a-t-il pas un biais de vérification de la part des réseaux sociaux? Est-ce pas un biais de... Est-ce que c'est pas la fin du... C'est quand même une activité professionnelle de vérifier une information, de la sourcer. Contradictoire. Exactement. C'est contradictoire. C'est très grave cette phrase. Personne n'a contredit Trump. C'est-à-dire qu'il peut annoncer des choses. Il y a eu un reportage que j'ai passé dans mon zapping de la part d'Elon Musk. Il y a eu 48 fake news. Il a fait parler sur ses réseaux sociaux Kamala Harris avec une voix faite par IA qui a été dénoncée. Intelligence artificielle. C'est l'extrait que j'ai passé dans le zapping tout à l'heure. Donc le problème des réseaux sociaux, et c'est la force du journalisme, c'est qu'il y a un contradictoire. C'est-à-dire que sur les réseaux mainstream, vous pouvez avoir une contradiction. Sur tous les réseaux, vous êtes entre vous, c'est une bulle. Un tel dit un tel, conforte une opinion qui conforte une opinion qui conforte une opinion, et ça fait une vérité. Conforter une opinion ne fait pas une vérité. La vérité, elle se fait dans le contradictoire. Ce qui est en train de se passer... Dans le contradictoire et dans la vérification des faits. Justement, pour vous répondre... Évidemment d'accord sur la nécessité de contradiction et sur la vérification. Néanmoins, je suis désolée, on ne peut pas nier que parfois certains médias, et je crois qu'ici personne n'est concerné, passent complètement à côté des préoccupations des Français. Et c'était le cas aussi aux États-Unis. On a bien vu cette distorsion. Est-ce qu'on s'adapte aussi à nos lecteurs qui sont forcément... Mais surtout, il y a un retournement. Pardon, mais il y a un retournement. Là où il manquait le contradictoire, justement, et c'est pour ça qu'il y a des médias comme Sud Radio qui ont émergé, comme CNews, pour en citer d'autres, c'est parce que justement, on manquait de contradictoire dans les médias, alors que ce contradictoire, il existait sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de la vérification des faits, pardon, mais je vous rappelle que France 2 a quand même diffusé, durant les Gilets jaunes, qui était très suivi par les Français, durant les Gilets jaunes, France 2 a diffusé une banderole sur laquelle ils avaient effacé un slogan. Je vous rappelle que BFM TV a fait croire à un moment, ils se sont trompés, ils ont mis un moment avant de le reconnaître, que des pavés qui avaient été enlevés pour les travaux sur les Champs-Élysées avaient été enlevés par les Gilets jaunes. Donc en termes de vérification des faits, il n'y a pas... On peut dire que les médias sont parfaits. Est-ce que je peux... Je voudrais répondre à Samuel en 30 secondes. 30 minutes rapidement. Samuel, 30 secondes. Vous défendez une pluralité idéologique. Vous considérez qu'elle n'est pas, ce n'est pas suffisant et il y a un biais médiatique. On peut être d'accord avec cette phrase-là. Il faut une pluralité idéologique. Moi, je crois que compte tenu de paysages aujourd'hui, les médias offrent cette pluralité. En revanche, il y a une question qu'on peut se poser légitimement. Y a-t-il une pluralité idéologique des réseaux sociaux, et notamment de Twitter, où vous avez des lois algorithmiques qui vous entraînent de degré en degré, ce que vous disiez très justement, dans une sorte de hier idéologique, et d'autre part, il n'y a-t-il pas aussi une forme de centralisation autour d'un individu, d'un propriétaire, qui s'appelle Elon Musk, et qui a, je dirais, une force sur l'opinion. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y aura peut-être d'autres réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, c'est que ça tend vers un monopole d'usage. Les médias, pas tout à fait. Je dirais qu'il y a quand même des bulles. Vous savez, quand vous avez des personnes qui lisaient beaucoup plus la presse papier, parce que la presse évolue, on parle souvent des médias comme si ce qui existe aujourd'hui allait forcément exister demain, ce qui est pas vrai, c'est pas nécessaire. Peut-être qu'on aura d'autres modèles de médias. Quand vous lisez toujours le même journal, vous avez quand même cette pensée-là, et les gens ont plutôt tendance à rester, on peut dire, alors, l'Humanité ou la Nécessité Libération, à rester dans ces idées-là et ne pas voir qu'en fait, il y a plein de choses on comprend bien. Plein de choses. Alexandra Spinner voulait rajouter quelque chose très rapidement. Juste dire quand même que l'opinion et la politique ne se font pas dans les réseaux sociaux, et on voit parfois des hommes et des femmes politiques qui sont extraordinaires sur les réseaux sociaux et qui ne font aucun score dans les urnes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une grande... On peut pas dire que... Il a raison, l'élection américaine s'est faite via les réseaux sociaux. On est bien d'accord, parce qu'il a fait... Il n'a donné aucune interview aux grandes chaînes. Aucune. Mais il a fait une campagne incroyable. On est obligé de le reconnaître. C'était une campagne incroyable. Allez, on poursuit, on va continuer à parler aussi de cette élection américaine. Il n'y a pas que le face-à-face Donald Trump et Kamala Harris remporté par Donald Trump. Gilles va nous le dire, puisqu'il va nous parler de Sarah McBride. Vous ne savez pas qui c'est? Vous allez apprendre à la connaître. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Benjamin Glaise. Mettez-vous d'accord autour de la table, Alexandra Spinner, Franck Dedieu, Samuel Lafont et Gilles Ganzmann. Gilles, vous allez nous parler de Sarah McBride pour votre coup de cœur. Qui est Sarah McBride? Sarah McBride, elle représente bien les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est l'endroit où vous pouvez vous gaver de frites, de hamburgers, mais à côté, vous avez des salles de sport où vous faites du sport pendant des heures. Et ben, c'est toute la contradiction américaine et qui fait aussi la couleur de ce pays. Sarah McBride, elle est devenue la première femme transgenre à intégrer le Congrès américain lors des élections, avec plus de 57% des voix, alors que ils envoient Trump à la présidence. Alors, c'est ça qui est étonnant dans cette Amérique. Elle est originaire du Delaware. C'est le fief de Joe Biden. C'est ça. Alors, elle a eu un parcours, une histoire assez incroyable. Elle a même été veuve à 24 ans, puisque en 2012, elle rencontre un homme transgenre, militant LGBT. Ils se mettent en couple, mais lui va mourir à 27 ans d'un cancer de la bouche. Elle va d'ailleurs l'épouser sur son lit de mort. Il décédera 4 jours après. Ainsi, c'est pour moi l'image de l'Amérique. C'est-à-dire que rien n'est jamais perdu aux États-Unis. Vous avez toujours le yin et le yang. Bon, sachant que c'est l'argent qui est le yang et le yin suprême. Mais moi, j'ai trouvé ça qu'au même moment où on envoie Trump, qui est plutôt conservateur, on va dire, et qu'à côté, il y ait un transgenre, je trouve que c'est un clin d'œil de l'histoire qui est aussi important. Mais Alexandra Spinner. Cela dit, bien que démocrate, elle a fait aussi campagne sur des sujets très concrets qui préoccupent les gens. Le coût de la garde des enfants, oui. le logement, le droit à l'avortement, des choses qui sont dans la vie concrète, dans la vie réelle des gens. Alors que c'était la différence avec Kamala Harris. Mais évidemment, exemple, parce qu'elle a fait une campagne pour une élite complètement déconnectée. On voit bien la distorsion en réalité. C'est clair qu'on vote pas entre Beyoncé. Hein. Non, mais voilà, c'est ridicule. Les gens, ils ont voté quoi sur leur porte-monnaie, sur leur caddie, sur leur vie réelle. Et on disait tout à l'heure combien les électeurs potentiels de Trump, ceux qui envisageaient de voter pour lui, ont été insultés. Ils ont été caricaturés en débiles, en analphabète, en ordure, en fasciste. Je veux dire, moi je parle ici souvent du glissement sémantique, mais c'est aussi important de voir combien on a basculé dans quelque chose qui est plus acceptable, et on voit bien que les gens ne l'acceptent plus. Et ça a renforcé la preuve Donald Trump. Elle a fait comme Hillary Clinton, qui déjà avait insulté les électeurs. Tout à fait. Mais c'est délirant. Dans la dernière ligne droite, mais c'est délirant d'insulter comme ça les électeurs. Alors notre sujet, c'est qu'effectivement, on parlait de médias à l'instant. J'ai vu une vidéo du Parisien, alors après l'élection, mais qui est bien, qui explique comment Trump a gagné. Ben simplement, Kamala Harris, elle a parlé à quelques personnes à Manhattan et en Californie. Elle a oublié que les États-Unis c'était grand, et Trump il a parlé du quotidien des gens en se rappelant une chose, c'est que l'inflation a été énorme aux États-Unis, et que aux États-Unis il n'y a pas les mêmes droits sociaux qu'en France. Donc en fait, quand vous êtes pris à la gorge complètement, vous pouvez avoir du mal à joindre les deux bouts, et puis craindre beaucoup pour votre maison si vous êtes propriétaire, pour payer les loyers, pour simplement nourrir vos enfants. Et on a plusieurs interviews de personnes, voilà, d'Américains moyens ou de très modestes qui vivent la précarité au quotidien. Et alors, Samuel Lafont, qui serait le Donald Trump français? Alors, porte-parole de Reconquête. Je ne suis pas le seul à le dire. Alors. Je sais que ça a été dit dans certains médias. Celui qui a un discours qui se rapproche le plus, effectivement, de Donald Trump, c'est Éric Zemmour. Et c'est pour ça aussi qu'on a lancé Reconquête, parce qu'on voulait avoir un discours de vérité. C'est-à-dire notre slogan, le courage de la vérité. Vous le trouvez vulgaire, Éric Zemmour? Écoutez, il y a un style américain, un style français qui est très différent. Vous voyez bien les qualités d'Éric Zemmour, qui s'intéresse à l'histoire de France notamment, et qui veut projeter la France vers un avenir plus radieux, apporter de la sécurité. Il y a des thèmes aussi qui sont centraux et qui se retrouvent en France. La lutte contre l'immigration massive, qui est assez nouveau aux États-Unis, mais on l'a vu, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Elon Musk a commencé à faire campagne. Il est allé à la frontière et dit mais qu'est-ce qui se passe vraiment en fait? Oui, il y a une immigration massive, la sécurité, plus le wokisme qu'on voit se développer, notamment dans les universités, dans les écoles. Franck Dedieu, est-ce qu'il y a un Donald Trump français? Alors, par rapport à ce que disait Samuel, il y a quand même un problème dès le départ. C'est-à-dire qu'effectivement... Parlez bien dans le micro. Vous pouvez avoir des parentés idéologiques, des parentés de rhétorique aussi sur certains thèmes. Il se trouve que
Donald Trump va faire valoir les intérêts américains avant tout. Éric Zemmour, lui, il veut faire prévaloir les intérêts français. Et il y a un moment donné où, dans l'exercice du pouvoir, eh bien, vous êtes en contradiction. Que va-t-il penser quand Donald Trump prendra des décisions qui seront contraires aux intérêts français et qui seront contraires même aux intérêts que vous défendez vous-même? Le problème des nationalismes, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont beau, je dirais, avoir des peuvent être compagnons de route le temps de l'exercice, de la conquête du pouvoir, mais lors de l'exercice, ils se retrouvent dans un antagonisme, je dirais, par nature. Justement, on se parlera franchement. On dépassera, vous parlez tout à l'heure du couple franco-allemand qui est un fantasme et qui est juste de ce côté du Rhin et les Allemands s'en fichent. On sort du fantasme, on se parle franchement. Effectivement, je ne pense pas qu'il faille dupliquer le modèle américain en France. En tout cas, c'est pas souhaitable. Donald Trump. Est-ce qu'il faut est-ce que c'est souhaitable? Donald Trump, c'est vraiment un phénomène tout à fait particulier. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus complètement éluder sa grossièreté, ses excès, ses outrances. Et puis il est né avec une cuillère dans la bouche et les médias qui l'ont mis. C'est un homme de télévision avant tout. Hein. Oui. Il était tous les soirs. Ça n'empêche pas d'être un très bon homme politique ou une très bonne femme politique. Je veux dire, bon, ok, mais en tout cas, pour moi, ce que ça donne comme enseignement pour nous en France, c'est qu'il faut que nous parlions à cette France invisible, cette France du PMU, cette France qu'on ridiculise, c'est les sans-dents, le body pic qui est en grève, hein, ceux qu'on méprise. Voilà, il faut qu'on récupère ces gens-là et qu'on leur parle et qu'on leur propose une France dans laquelle ils ont la place qu'ils méritent. C'est ça, en réalité, le message Trump, de cette. C'est envisageable ou pas en France? Non, parce que c'est des personnages comme seuls aux États-Unis, ça peut exister. Puis nous, les États-Unis sont dans un système binaire. Nous, on n'est pas du tout dans un système binaire. Donc évidemment, on l'est plus. Ouais, mais avant, c'était deux personnages qui émergent et on vote pour deux personnages. Donc déjà, les choses sont différentes. Et puis ensuite, c'est ce que je disais, c'est quelqu'un qui est un héritier. Donc, en quoi c'est un élément important, le fait qu'il soit un héritier? C'est pas le même parcours, c'est pas les mêmes moyens. Quand vous avez des moyens aux États-Unis, vous pouvez acheter des pages de pub, vous pouvez circuler dans un milieu qui vous finance. Kamala Harris a eu exactement les mêmes moyens. Je veux dire, voilà une femme qui était vice-présidente des États-Unis et qui n'en a rien fait. C'est-à-dire qu'elle était totalement absente pendant les années de sa vice-présidence. C'est quand même terrible. Très rapidement, Samuel Lafont, parce qu'on a d'autres sujets à évoquer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut parler à l'ensemble des Français. Et c'est ce qu'ont oublié beaucoup de politiques. Et c'est ce qu'a fait Trump aux États-Unis, c'est qu'il a dit, je parle à tous les Américains. Et d'ailleurs, il était reproché d'abord à l'élection précédente qu'il avait gagnée de ne pas avoir forcément gagné le vote populaire. Là, il a gagné très largement. Et le vote populaire, c'est-à-dire l'ensemble des électeurs, plus les États, plus visiblement la Chambre des représentants et le Sénat. Samuel Lafont, Gilles Ganzmann, Franck Dedieu, Alexandra Spinner. On revient dans un instant. On va parler de ce tifo Free Palestine au Parc des Princes. Hier soir, Bruno Retailleau était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Il a réagi. On en parle juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Benjamin Glaise. 11h30. Mettez-vous d'accord avec nos débatteurs. Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Franck Dedieu, directeur adjoint à la rédaction de Marianne. Cette semaine, la une, les nouveaux spin doctors, ceux qui pensent pour les politiques. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, effectivement. Oui, puis un jour, il faudra parler des gens aussi qui font du média training. Parce que moi, je fais du média training pour des politiques. Je peux raconter plein de choses. Ils le font tous, de toute façon, la politique aujourd'hui. Gilles Ganzmann, j'espère, Gilles, que vous ne raconterez rien, justement. Média de Sud Radio. La dernière partie, un quart d'heure, sera consacrée à ce sujet. Vous nous direz tout. Gilles et Samuel Lafont également. Porte-parole de Reconquête. J'aimerais qu'on revienne sur ce tifo Free Palestine qui a été déployé hier soir par des supporters parisiens. Banderole immense déployée par le collectif des Ultras avec donc l'image de ce qui semble être un combattant du Hamas. Paris n'était pas magique en tout cas hier soir. Et que ce soit sur le terrain ou en tribune, image représentant également la carte du Proche-Orient sans Israël. À qui la faute et faut-il, comment en tout cas sanctionner le Paris Saint-Germain, Samuel Lafont? Alors, comment sanctionner le Paris Saint-Germain exactement?
Je ne peux pas vous dire tout de suite, je ne sais pas. Ce qui est certain, ce qui est plus important pour moi, c'est que si il y a ce tifo, donc cette grande bâche qui a été mise sur les tribunes, c'est parce qu'il y a un public particulier qui, parmi les supporters, qui a choisi de faire ça. Alors peut-être qu'il est majoritaire, je ne sais pas s'il est majoritaire. En tout cas, il est suffisamment influent pour avoir pu imposer cette bâche, qui est plus que malheureuse, ça n'a rien à faire là. Et puis effectivement, visiblement, la personne qui est imagée, ce serait un chef du Hamas, enfin... Porte-parole du Hamas. Abou Obaïda. Voilà. Okay. Quelqu'un d'important dont on se souvient... Porte-parole du Hamas. On se souvient des méthodes du Hamas, je ne reviendrai pas ici sur le 7 octobre. Notamment, on en a déjà parlé plein de fois, mais effectivement, il faudrait une réaction politique parce que c'est insupportable d'avoir ces messages. Non, mais déjà, c'était bien la peine de se débarrasser des hooligans. Si maintenant c'est pour avoir les islamistes, mais c'est... Ce qui m'inquiète, Benjamin, dans Gilles, tout et après ça, on écoutera Bruno Retailleau, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Gilles. C'est comment la bâche a pu passer. Qui n'a pas vérifié qu'il y avait cette bâche? Et moi, ça m'inquiète pour le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est un match entre la France et Israël. Il y a des gens... C'est le 14 novembre. C'est le 14 novembre. Tout à fait. Le 14 novembre, pardon. Ça m'inquiète. Parce que si on arrive à laisser passer une bâche, qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser passer lors de ce match? Même si je sais qu'il y aura plus de sécurité. Oui, mais ça après, il y a la question des champs aussi. Mais quand on arrive à mettre une bâche comme ça sur un match, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Quand les gens de la France Insoumise lancent, et vous savez qui a lancé des manifestations autour de ce match, moi, ça me rend inquiet de voir qu'une telle bâche peut passer. On va l'écouter justement, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, je le précise, qui était l'invité donc de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Voilà ce qu'il a dit à propos de la réaction face à ce tifo Free Palestine hier soir au Parc des Princes. Je ne m'interdis rien, je vais demander des explications au Paris Saint-Germain, c'est inacceptable, c'est une bâche quand même de dizaines de mètres carrés. Est-ce que vous demandez une sanction contre la direction du Paris Saint-Germain? Quand on inflige une sanction, il y a le principe du contradictoire. Donc d'abord, je veux les entendre. À eux, je leur demande des comptes. Ensuite, où ils sont capables d'interdire ce genre de choses, sinon... il y aura une interdiction, évidemment, des banderoles, comme vous l'avez dit, et s'il faut, il y aura des sanctions. S'il faut, il y aura des sanctions. Voilà ce qu'a dit Bruno Retailleau ce matin. Alexandra Spinner, réponse politique à la hauteur, selon vous, ou pas? Je crois que de toute façon, avec Bruno Retailleau, on aura toujours des réponses à la hauteur. Je trouve qu'il est très courageux, il dit les choses, il a été très très ferme, d'abord sur les discours, les slogans homophobes dans le sport. Je crois qu'il a été très clair. C'est la première fois qu'on a un discours très clair avec la perspective de sanctions réelles. Bon, évidemment, il n'est pas acceptable qu'on puisse dérouler une banderole pro-Hamas dans un stade qui est censé être un lieu où on parle de valeurs universelles. Maintenant, sur Bruno Retailleau, moi j'ai pleine confiance en lui. Je trouve que vraiment, il fait honneur à notre famille politique. Il incarne ce que nous défendons et je me réjouis qu'il ait un discours très clair et très ferme contre ce qui est l'inacceptable. Franck Dedieu, avec effectivement ce match du 14 novembre, France-Israël au Stade de France, il aura bien lieu, Bruno Retailleau l'a confirmé. Et on s'en réjouit. Également, il aura bien lieu avec un dispositif de sécurité important. Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur ce qui peut se passer pendant ce match et comment réagir? C'est vrai qu'il a été ferme, il a été aussi respectueux je dirais, du contre-pouvoir. Il entend la direction du PSG. Moi, ce qui me choque beaucoup, au-delà de la responsabilité politique ou de la responsabilité sportive, c'est la question du football. On a beaucoup comparé le football, Alexandra peut-être sera d'accord, le foot, comme l'école, est un réceptacle des problèmes de la société et à la rigueur, même un amplificateur. C'est-à-dire qu'à la rigueur, que les problèmes en dehors du stade rejaillissent à l'intérieur, c'est pas tout à fait surprenant. Le problème, c'est que c'est un amplificateur, c'est que c'est un multiplicateur de polarisation à outrance. C'est-à-dire que vous avez d'un côté avec une médiatisation hors norme. La manifestation de racisme dans des stades en France et pas seulement en France, et puis la manifestation, je dirais, de revendications politiques qui sont
si vous dites que... Et qui n'avaient pas leur place en Ligue des Champions parce que c'est le règlement. Oui. Bon, donc effectivement, je pense qu'il y a une question à se poser sur le football. Enfin, et nous avons tous une part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que les médias ont fait du football une religion. Et des joueurs, des véritables saints qui peuvent tout se permettre, qui n'ont pas de contradiction, de contradicteurs, qui peuvent hausser les épaules lorsqu'on leur dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion mais prendre le bus. Des choses comme ça. Non mais je suis bien loin du sujet de ce drapeau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, exactement comme à l'école, dire « Oh ben vous voyez, c'est le prolongement de ce qui se passe dans la société avec un effet amplificateur ». Je pense qu'à un moment donné, comme on l'a fait sur l'école, vous parliez du harcèlement, eh bien il faut prendre des sanctions, alors pas seulement des sanctions, mais prendre des réglementations qui encadre. Oui, parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle de ces problèmes en tribune. Alors c'est pas forcément le même sujet. C'est plus tout à fait les mêmes problèmes là. Quand même, époques, effectivement, mais ça dit beaucoup sur notre société. Et en tout cas, la constance, c'est qu'on n'arrive pas à régler ce problème-là, Gilles. Oui, moi je suis pas forcément d'accord sur le fait que ça soit au football. Ça a eu lieu dans notre assemblée. Dans notre Assemblée nationale, et c'est pas des supporters. C'est Louis Boyard qui d'ailleurs l'avait dit sur Sud Radio que voilà, il demandait à ce que match France-Israël mais quand on parle de politique à l'Assemblée, c'est pas tout à fait anormal tout de même. Oui, enfin qu'il y ait un drapeau palestinien par le député de Legout, c'est pas un supporter et on l'a laissé et il a été réélu. Il a été réélu, ce député qui a mis un drapeau palestinien dans l'Assemblée. Donc c'est pas simplement chez les joueurs de foot et les supporters. Samuel Lafont. Moi je veux rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que normalement c'est interdit dans la Ligue des Champions. En fait ça dit quelque chose de l'image de la France. Vous vous souvenez malheureusement... les politiques, les messages politiques. Oui, les messages politiques, absolument, les messages politiques. Mais là ça n'est pas un message politique. Ça veut dire qu'en fait, là, en France on était incapable... C'est un soutien au terrorisme. En France on a été incapable de faire en sorte que ça n'arrive pas. Vous vous rappelez quand même de la finale de la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions, où malheureusement on a plein de touristes qui sont fait dépouiller, qui n'ont pas pu accéder au stade, c'était infernal, où Darmanin avait complètement raté son coup. Et là, je dirais pas que ce sera au même niveau pour le match France-Israël, mais pour les prochains matchs qui vont venir, des grands matchs en France, évidemment Bruno Retailleau sera regardé. Et comment on peut expliquer que les Jeux Olympiques se soient bien passés et qu'on ait ce problème-là dans le football? Police de l'étranger, hein. Honnêtement, les Jeux Olympiques, tout le monde s'attendait à ce que ça soit le bazar, et tout le monde le disait, on le voyait partout sur Internet. Du dispositif de sécurité. Exactement, on pensait qu'il y aurait des soucis, mais les moyens mis en œuvre étaient énormes. Il faut bien que tout le monde soit conscient. Ceux qui n'ont pas eu la chance de profiter des Jeux Olympiques, notamment dans la capitale, parce qu'il n'y avait pas qu'à Paris, il y avait d'autres sites un peu partout en France. Eh bien, en tout cas, il y avait énormément de métros, ça roulait, il y avait des polices partout, des militaires, des gendarmes, comme on n'en avait jamais vu. Parisiens. Non, je rigole. Mais vous savez, ça peut... Réaction rapide du ministre des Sports, Gilles Averrousse, qui dit le PSG a la responsabilité de montrer l'exemple et de respecter les règles imposées par les compétitions dans lesquelles il est engagé. Responsabilité du PSG, donc mise en avant par Bruno Retailleau et Gilles Averrousse. Moi j'ai une question, qui a payé ce tifo ? Qui l'a payé ? On a le droit de se poser cette question aussi. Qui l'a laissé passer ? Mais sous-entendu, est-ce que c'est le club ou pas ? Ah non, pas du tout. Non, ça, je ne pense pas que ce soit le club qui ait payé ça, mais j'espère qu'on aura toute la chaîne des responsabilités. Parce qu'en plus, on voit bien que c'est toute la diatribe du Hamas qui est complètement reprise. On parle de paix, en réalité, on présente une carte où Israël est complètement effacé. Non, c'est terrible. C'était terrifiant et ça a été montré à des millions de gens. Et est-ce qu'il y a une responsabilité du personnel politique, comme le disait Gilles tout à l'heure ? Voilà, est-ce que les politiques montrent l'exemple aussi, Samuel Lafont ? Écoutez, on peut avoir des positions différentes sur tous les sujets, heureusement, et être libre de les exprimer. Moi, ce que je regrette par rapport à ce conflit, c'est qu'effectivement, LFI, à l'époque, a pris position pour une position qui était très particulière et du mal à condamner les attentats. Après, aujourd'hui, on sait très bien ce qui se passe. Mélenchon suit une logique toute bête avec son groupe électoraliste, où il est passé complètement à côté de ce qu'attendent les Français en termes de sécurité, en termes de pouvoir d'achat, en termes de qualité de vie. Il ne s'occupe plus de ça du tout. Il a un électorat très ciblé. Vous parlez du fait que Delogu a été réélu dans beaucoup de circonstances. Sébastien Delogu qui était celui qui, Gilles en parlait, qui a brandi le drapeau palestinien. Député LFI, il faut bien voir qu'en fait la manière dont les élections législatives sont faites aujourd'hui en France, ça peut changer, mais la manière dont
elles sont faites aujourd'hui, avec des circonscriptions, vous avez des endroits où des zones sont tout à fait rouges. Enfin, à l'époque, on aurait dit rouges, maintenant c'est plutôt verte, islamique, et avec des discours très pro-Hamas. Certains ont pu être élus sans aucun problème, parce qu'en fait, ils sont dans des zones où il n'y a pas de contradictoire. Voilà. Si ça se faisait au niveau du département, ça pourrait être différent, mais avec des circonscriptions très précises telles qu'elles sont faites aujourd'hui, eh bien, vous avez ça. Et donc, pour terminer, vous avez les filles qui continuent son discours immigrationniste, qui a changé complètement ses positions sur la laïcité pour être pro-islam. Enfin, on voit ça depuis un moment. Je pense que ça leur profitera pas à terme et que de toute manière, ils sont extrêmement minoritaires dans le pays. Franck Dedieu, réaction. Alors, moi, ce que vous dites à propos de LFI, ça veut aussi dire, au moins pas sur le fond, hein, mais par rapport à la forme, ça vous concerne aussi. Quelque part, quand vous dites électoraliste, oui, vous avez un discours électoraliste, très électoraliste et très ciblé. Quand vous dites peu d'égard à l'égard des classes populaires, à regarder votre programme sur le plan fiscal, sur le plan des aides, j'ai pas l'impression que vous soyez très très sensible. Et d'ailleurs, l'électorat ne s'est pas vraiment populaire, ne s'est pas vraiment reporté sur vous. Je pense que si. En revanche, Samuel Lafont est porte-parole. En revanche, en ce qui concerne la responsabilité des politiques, heureusement, tout parti politique a un droit d'expression pouvant aller jusqu'à revendiquer des positions fortes, qui sont saillantes. En revanche, mais il y a quand même la loi, il y a quand même le règlement. Et en ce qui concerne, si j'ai bien compris, cette histoire de tifo, il y a un règlement qui l'interdit ou pas. Oui, bon, oui, donc vous savez, je dirais, les hommes politiques peuvent dire on peut changer la loi, ce règlement ne me convient pas. Après tout, c'est leur boulot. Mais en revanche, en ce qui concerne l'exercice de la loi, ils doivent être veiller à ce que la loi soit respectée. On revient dans un instant à tout autre débat. Bruno Le Maire qui est actuellement face aux sénateurs, en tout cas qu'il y était ce matin. On parle de quoi? On parle du dérapage des finances publiques. Qui est responsable? On y revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Benjamin Glaise. Mettez-vous d'accord, Alexandra Spinner, Franck Dedieu, Samuel Lafont et Gilles Ganzmann. Autre sujet de débat ce matin, Bruno Le Maire qui est face aux sénateurs, l'ancien ministre de l'économie, entendu par la commission des finances du Sénat. Il répond aux questions concernant le dérapage des finances publiques et la question de savoir si Bruno Le Maire est responsable, oui, non, en partie. En tout cas, voilà, il réfute, je le cite, toute dissimulation, volonté de tromperie sur cette situation budgétaire. Est-ce qu'il faut s'attendre à une forme de grand déballage, Franck Dedieu? Lui, il a toujours été, si vous voulez, le représentant au sein de l'exécutif du père Larigueur, de celui qui tenait les comptes publics, qui faisait en sorte qu'il y ait moins de dépenses, que les enveloppes ministérielles soient réduites. Donc, on peut lui reprocher en disant, en période de crise économique, est-ce qu'il ne faut pas faire de la relance? Ou on peut l'en féliciter en disant il y a une certaine volonté de tenir les comptes publics. Moi, je crois que derrière, il faut avant tout résoudre un problème qui se pose en amont. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu cécité ou tromperie? Moi, je pense que la question quand même fondamentale, c'est celle de la cécité. C'est-à-dire que vous avez, nous, à Marianne, on a travaillé sur cette question, on en a même fait une. Vous apercevez que on a eu des gens de Bercy qui sont des techniciens. Ils sont face à un problème très important et qui va s'accroître demain, c'est celui du trou d'air conjoncturel. Là, on a un trou d'air conjoncturel. Des plans sociaux, hier, demain, probablement des Michelin au champ, ouais. Demain, une récession, du moins moins de recettes fiscales. Face à ces recettes fiscales, on appelle ça l'élasticité en économie. C'est-à-dire que quand vous avez moins de recettes fiscales, vous avez forcément moins de PIB. Et quand vous avez moins de PIB, vous avez aussi moins de recettes fiscales. Et la difficulté, c'est de la mesurer. Il y a eu un problème
en ce qui concerne la mesure de cette élasticité. Et ça, c'est un problème extrêmement technique. Je ne veux pas dire que ce sont tous des anges, etc., qu'il n'y avait pas la volonté de présenter plus mieux que la réalité le budget, mais tout de même, il y a un problème technique. Et deuxièmement, et après je vous laisse la parole, c'est que deuxièmement, il y a quelque chose qui se profile avec cette idée de tromperie ou de cécité, c'est de privatiser la prévision économique. C'est-à-dire que vous avez aussi des économistes, bon teint, et notamment à Bruxelles, qui disent « Non mais attendez, les politiques, ils ont tout intérêt à enjoliver la croissance économique. » Alors on peut se dire « Mais attendez, peut-être ont-ils le droit ?» Une politique économique, un gouvernement a le droit d'être volontariste, de croire que son budget, il va provoquer, entraîner une volonté d'investir, de faire et de consommer. Et à côté de ça, moi je me méfie d'une sorte de privatisation de la prévision où vous allez donner, avec des effets qui sont inouïs, notamment par rapport à la relation entre Bruxelles et Paris, des effets inouïs, si on se dit... Oh, ça doit être une affaire d'économistes supposément indépendants. On ne peut pas confier la prévision économique au pouvoir politique. Moi, je me méfie de ça. Ça vous fait réagir, Alexandra? Oui, moi, la première chose qui m'a choquée, c'est que M. Bruno Le Maire, à qui on doit quand même le désastre dans lequel nous nous trouvons, la première chose qu'il a cru devoir dire, c'est que... c'était évidemment des décisions d'équipe. Je trouve que c'est pas très honorable. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je rappelle quand même que Valérie Pécresse, la première, elle a parlé de la caisse qu'ils étaient en train de cramer. Voilà, ils ont cramé la caisse. Souvenez-vous, au moment des présidentielles, c'est un sujet qu'elle a porté. Elle est la première à avoir alerté sur ces comptes qui partent complètement dans tous les sens. Et ce que je trouve maintenant scandaleux, c'est que ce sont les collectivités, comme nous par exemple la région, on a une très bonne gestion qui est reconnue unanimement. On va devoir couper dans les budgets. Vous savez combien vous allez devoir vous serrer la ceinture ou pas? Pas encore, mais c'est de l'ordre de, je crois, de 5%, c'est énorme. Tout ça parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer correctement. Et je rappelle, je suis désolée. Qui a contesté quand on a donné de l'argent aux restaurateurs? Qui a contesté au moment du Covid? Arrêtez de mettre toujours ça sur le dos du Covid, ça n'est pas vrai. On ne confierait pas la gestion d'une supérette à M. Bruno Le Maire. C'est ça la réalité. Oui, la réalité, c'est que personne n'a râlé au moment où il fallait calmer. Je vous rappelle que Valérie Pécresse l'a dit, elle disait ils ont cramé la caisse. Inondé l'argent des entreprises pour qu'ils survivent également au moment... c'est trop facile, vous savez très bien que ça n'est pas vrai. Non, c'est pas facile, c'est la vérité. Dans 10 ans, on va encore nous parler du Covid. Oui, mais il n'y avait pas de garde-fou. Il n'y avait aucun garde-fou. C'est peut-être le souci, il n'y a eu aucun garde-fou. Cécité ou tromperie, vous avez commencé par là, je pense que c'est une bonne manière de voir les choses, puisque d'habitude on se dit plutôt on nous a trompés. Bruno Le Maire nous aurait menti, là il a l'occasion de dire la vérité. Soit j'ai pas été assez bon pour le job, soit c'était trop dur, soit c'est la faute de Macron, mais qui nous dit ce qui s'est passé concrètement. Mais il y a également un souci en termes de cécité, c'est est-ce qu'on a été capable de mesurer ou pas? Et ça fait peur, parce que pendant longtemps on s'est dit en France c'est bon, on a des très bons mathématiciens, on est bon en économie, on va gérer, on comprend, on sait où est l'argent. Et en fait, ça fait écho à ce que disent les Français. C'était, je vous rappelle encore une fois, le début des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils font notre pognon? Où va notre argent? Et donc vous avez en même temps... on a l'impression que les finances publiques sont mal gérées, en tout cas c'est un sentiment d'une part des Français, et en même temps vous avez des Français qui galèrent à aller voir le médecin. Dans de très nombreuses régions de France, on met des mois à avoir un rendez-vous avec un simple médecin généraliste, je vous parle même pas des spécialistes ophtalmo ou dentistes, c'est infernal. Vous avez des gens qui, je rappelle, je suis en déplacement, on m'en parlait, qui se passaient les numéros pour dire je peux aller voir un médecin qui a 40 minutes de route. Enfin, on arrive dans une situation délirante. Vous pouvez lire le rapport de la Cour des comptes, vous avez tout le dépensement de l'État. C'est fou, et en même temps vous avez cette question du pouvoir d'achat des Français, donc ils disent mince, là on est en train de s'appauvrir, on a besoin de régaliens, notamment pour la sécurité. On voit qu'il y a un nouveau sondage qui est sorti qui montre que les Français sont de plus en plus alertes sur le sujet de la sécurité en disant attention, il faut agir tout de suite. Et d'ailleurs ils mettent en avant les solutions qui sont aussi proposées, pas que, mais notamment par Reconquête, et on l'a dit très fort pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire appliquer les peines,
appliquer les peines. Mais la question, je reviens sur ce sujet économique parce que voilà, Bruno Le Maire qui est auditionné, demain ça sera Gabriel Attal et Elisabeth Borne. Est-ce que derrière on n'a pas aussi la figure d'Emmanuel Macron qui est aussi présente derrière tout ça? Emmanuel Macron, il a fait un choix. Avant de le qualifier de bon ou mauvais, j'aimerais vous dire en 2 mots quel a été ce choix d'un point de vue budgétaire. Promis, rapidement, Benjamin. Merci, c'est gentil. Il se retrouve au lendemain du Covid avec des taux d'intérêt très faibles, à 0%. Oui. D'accord ? Même parfois négatifs. Il se retrouve avec un prix de l'énergie qui est extrêmement élevé. Que décide-t-il ? Vous avez des pays comme les Pays-Bas qui décident d'assumer, et d'une certaine manière aussi les États-Unis, d'assumer l'inflation. Il y a une augmentation des prix. Lui, il décide de profiter des taux extrêmement bas, il s'endette et il fait du chèque énergie. Qu'est-ce qui est le mieux ? Alors là, c'est un sujet, je vous suggère d'en faire une deuxième émission. Mais essayez de comprendre cet arbitrage. Je m'endette à 0 pour éviter d'avoir 8 ou 9% d'inflation. Voilà, c'est tout. On restera sur cette question et ce sera l'occasion d'un autre débat. En tout cas, un grand merci Alexandra Spinner d'avoir été avec nous, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Franck de Dieu, merci. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne cette semaine, les nouveaux Spin Doctors, ceux qui pensent pour les politiques. Merci Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Merci à tous. Gilles Gansman. Vous restez pour André Berkoff ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes bien. Non, je vous retrouve demain pour vous faire chanter. À partir de 10h, ça promet dans un instant. C'est la journée contre le harcèlement scolaire aujourd'hui. 30-18, on rappelle le numéro. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec André Berkoff. Bonne journée à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons